De l'écrivain en pyjama. Et comme il l'a dit tout à l'heure, j'ai 60 ans. Ouais. Désolé d'avoir dévoilé le secret. Pas il est jeune, c'est un bébé de 60 ans. Mais pas du tout. Pas du tout. Maintenant, d'ailleurs, je m'étonne que les gens s'inquiètent d'être âgés parce qu'on meurt si jeune. Hein, c'est déjà magnifique. Moi, j'attends avec impatience d'avoir 80 ans. Et de pouvoir continuer à écrire et à vivre. Le journal d'un écrivain en pyjama, je n'arrivais pas à dormir parce que j'ai beaucoup voyagé ces dernières années, un peu trop. C'est comme si les fuseaux horaires s'étaient mélangés. Je crois que le pays qui m'a vraiment cassé, littéralement, le rythme, parce qu'on a un rythme intérieur. Vous savez très bien que si vous dormez bien, vous allez vous réveiller toujours à la même heure, à quelques minutes près. Donc on a un rythme intérieur. Et le voyage qui m'a cassé ce rythme, c'est le voyage au Japon. C'est 12 heures de décalage horaire. Et je ne l'ai pas subi, mais en revenant à Montréal, j'ai passé un mois sans pouvoir dormir. Et là, j'étais devenu ce qu'on appelle un insomniaque. Et finalement, un jour, je me suis dit, mais je ne peux pas être un insomniaque. Un insomniaque, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Quand on n'arrive pas à dormir, on n'a qu'à lire. On devient un lecteur à ce moment-là. Et j'ai commencé à lire, parce que je me réveillais toujours à 3 h du matin. Et en lisant, j'ai eu le goût d'écrire. Et d'écrire, de prendre des notes sur mes lectures et de rendre compte de ce que je pense de mes lectures. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce livre, Journal d'un écrivain en pyjama, qui raconte un peu mon rapport avec l'écriture et la lecture. Parce que ce sont des choses exactement liées, totalement liées. On écrit parce qu'on a lu. Tous les lecteurs ne deviennent pas forcément écrivains. Ce serait dommage d'ailleurs. Vaut mieux être un bon lecteur qu'un mauvais écrivain. Vaut mieux lire un bon livre qu'en écrire un mauvais. Ça c'est très clair. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la seconde proposition, mais je vous assure qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à lire un bon livre qu'à tenter d'en écrire un mauvais. Et c'est vrai que quand on lit un bon livre, c'est vrai, nous sommes excités souvent à écrire. Mais retenez-vous. Et lisez La Ferrière. J'ai commencé à prendre des notes, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent écrire, qu'ils écrivent, personne ne doit empêcher. D'ailleurs, le nombre de mauvais livres que les bons écrivains ont écrits au début, ça ne se compte pas. On serait étonné de voir la distance entre les premiers romans, les premiers textes d'Henri Miller avec Nexus, Plexus, Sexus, quand il a pris son envol. On serait étonné, on a l'impression pour certains écrivains, c'est pas la même personne du tout. De voir des hommes de théâtre aussi, des dramaturges, de voir au début, des acteurs même, comment ils sont gauches et de voir comment ils ont pris leur envol. Donc c'est une façon de nous dire de persévérer. Parce que personne ne peut vous dire ce que vous serez. Ça c'est littéral. Alors j'ai pris des notes en écrivain. Prendre des notes en écrivain, lire en écrivain, c'est deux choses différentes. Je n'essaie pas d'être... Je ne tente pas l'admiration dans ce cas-là. Quand on lit en écrivain, on lit en égal de l'auteur. Un écrivain qui n'est pas vaniteux et mégalomane ne sera pas un écrivain. Du moins, au moment où il écrit. Parce qu'au moment où il écrit, il ne doit exister qu'un seul univers, celui qu'il est en train de construire. Puisque c'est sa passion et son obsession. Il faut qu'il accepte cela. Les écrivains qui n'arrêtent pas, qui sont trop modestes, soit ils écrivent un livre extraordinaire, mais ils ne peuvent pas continuer parce que c'est un métier qui va les déranger dans leur profonde conviction. Parce que avec le temps, on va finir par... Ce n'est pas normal de croire qu'on puisse être l'égal d'Homère. Et si on ne croit pas qu'on est l'égal de Shakespeare, vaut mieux ne pas écrire. Parce que, c'est pas parce qu'on va l'être, c'est parce que c'est un pari. Tout le monde joue avec 26 lettres de l'alphabet. Et on fait le pari. Avant d'écrire, on est au moins Shakespeare. Quand on commence à écrire, on devient Alexis. Quand on finit à écrire, on devient soi-même. Et c'est dommage. mais il faut partir de haut.
Et autant parler d'écrivains qui t'ont influencé, et là me vient en tête celui qui eut à dire « Chérie, viens voir, voici de quoi nous sommes faits, des tripes, de la merde et du jus gluant. » Je parle de Charles Bukowski. Dis-nous en quoi Bukowski a nourri la Ferrière. Ah oui, Bukowski, je l'ai découvert par hasard, comme Borges aussi. Et enfin, les écrivains que j'aime commencent par B, alors si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de B dans votre nom, ce sont Baldwin, James Baldwin, maigre, yeux globulés, homosexuel en 1950, ce n'est pas mince. C'était le vrai amour. Habitant Harlem, et voilà qu'un jeune homme qui n'a pas fait les grandes universités vient de lancer aux États-Unis un livre exceptionnel qui s'appelle « Personne ne sait mon nom, Nobody Knows My Name ». Il l'a écrit parce que son père qui était son beau-père, était Baldwin et était tellement complexé d'être un nègre en Amérique qu'un jour Baldwin lui a dit « Ce nom qui te révolte, ce nom que tu maudis, j'en ferai un nom un jour universellement connu. » Et depuis son premier roman, son nom n'a pas quitté les librairies et les bibliothèques. Baldwin a écrit ce livre qui s'appelle « Personne ne sait mon nom », qui est un livre de réflexion sur l'Amérique. On ne s'attendait pas à cela d'un jeune homme de Harlem. On s'attendait à un roman, un recueil de poèmes, quelque chose de la fiction. Et voilà que ce type, il est en train de réfléchir sur l'Amérique avec une intelligence beaucoup plus, je dirais, pertinente, mais percutante même, que les intellectuels de Harvard. Des gens qui ont des bibliothèques chez eux depuis 18 générations. Et là, c'est lui qui réfléchit, et la réflexion la moins morbide. Tout le monde était divisé en noir et blanc. Les blancs prennent pour les blancs, les noirs pour les noirs. Et voilà, Baldwin dit, les noirs ne retourneront pas en Afrique, les blancs ne retourneront pas en Europe. Nous sommes condamnés à vivre ici, que nous le voulons ou non. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé. Tu t'imagines le type de Harlem, giflé par la vie, humilié quotidiennement, qui donne la plus grande leçon à l'Amérique blanche, raciste, ou l'Amérique ouverte, humaniste, blanche. Il leur dit, écoutez, réfléchissons. Et ça, on ne s'attendait pas à un jeune maigrichon de Harlem. Qu'ils disent, réfléchissons. Et il leur fait un avertissement dans son prochain livre. La prochaine fois, le feu. C'est un verset de la Bible. Next time, fire. Et c'est vrai. C'était peu de temps avant l'explosion des droits civiques aux États-Unis et l'arrivée de Martin Luther King. Il est le premier à leur dire, si vous ne vous mettez pas, si vous ne vous asseyez pas pour réfléchir à cette question qui est la honte de l'Amérique, comment cette société si puissante et riche ait pu en arriver là, une ségrégation pareille, noir et blanc, si vous n'y réfléchissez pas, vous êtes foutus, ça va exploser. Et ça, c'est le propre de grand écrivain aussi, d'être un peu prophétique, de voir les choses parce qu'il est libre. Il veut réfléchir librement. Vous ne pouvez pas être prophète si vous ne prenez pas le risque de voir se retourner contre vous vos meilleurs amis. Gide l'a dit, et Gide a raison, il dit la vérité est une chose si terrible que si on la cherche, on risque de la trouver. Et un écrivain précisément, il doit faire ça. Il doit chercher, il doit, ce que Camus appelle le dévoilement. Il doit dévoiler, il doit descendre le rideau et pour essayer de voir les choses dans leur nudité, d'où nous arrivons sur le 3e B, 2e même, Bukowski. Et Bukowski est arrivé chez moi un samedi. Je suis allé dans une librairie, la librairie Québec-Amérique à Montréal. Je me suis assis, j'ai pris un type bizarre sur la photo du livre, un homme au gros ventre, 50 ans, bedonnant. Il tenait une bière dans sa bouche. Ah, mais je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Un écrivain qui n'était pas dans une bibliothèque, un écrivain qui n'était pas devant une machine à écrire, un écrivain alcoolique. Et j'ai ouvert ce livre, c'était Contes de la folie ordinaire, et j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Le livre était extraordinaire parce que Bukowski a réussi quelque chose de très rare. Il a allié une littérature qui a commencé, qui s'est précisée avec Hemingway, de la phrase courte, rapide, vive, qui était d'après eux une vision de cette Amérique
créé par la machine. Et il a mis une certaine violence de langage à l'intérieur. Hemingway était encore un peu bourgeois. Il allait encore dans les salons. Là, on avait affaire à un type qui était dans les rues. Il a mis une violence, et sous cette violence-là, il a mis à créer l'une des réflexions les plus raffinées de l'Amérique. Et se trouve derrière cet individu qui n'arrête pas de vomir chaque matin puisqu'il n'arrête pas de boire et qui n'arrête pas d'écrire puisqu'il n'arrête pas de vomir, n'écoute que Brahms. Et ne lit que des écrivains extrêmement difficiles et importants. Bien sûr, Céline est blasphématoire, mais il lit aussi d'autres écrivains. C'est-à-dire que quand vous lisez Bukowski, sous 3 couches de vulgarité, vous voyez les choses les plus raffinées, même la culture la plus raffinée. Et là, vous avez un doute. Vous vous dites, je n'ai peut-être pas bien lu. Il faudrait bien que je regarde. Tout ce que je vois là n'était qu'une forme littéraire. C'est-à-dire, cet homme qui se présente comme un vulgaire était en fait un raffiné. Et tout cela pour nous dire ce qu'on appelle de la merde dans un bas de soie. Que beaucoup de gens se présentent comme des raffinés et ne sont en réalité que de la merde. Ouais. Donc c'est ça que Bukowski, c'est un renversement des choses. Quand il dit, eh ben, ouvrons les ventes et voyons les boyaux, regardons la vie dans sa nudité profonde. Ce qu'il dit, c'est que comment se fait-il que des écrivains qui sont censés s'ouvrir les yeux, regarder le monde, n'aient jamais vu des gens en train de crever au bord du trottoir? Comment se fait-il que la vie de ces individus-là ne se trouve pas plus souvent, puisque c'est la vie majoritaire, dans leurs livres? Alors, il est devenu le poète des petits matins blêmes, des femmes aux yeux crevés par la misère, des alcooliques anonymes et de tous ceux qui n'ont pas de voix. Rejoignons ainsi un Césaire. C'est un C, mais j'y arriverai un jour. Restons au B. Parce que Césaire, on le sait bien, je l'ai beaucoup pratiqué dans l'énigme du retour. Bien, l'autre B, il y a Baldwin, Bukowski, il y a Bulgakov. J'en ai parlé tout à l'heure. Le russe et Bulgakov. Et Bulgakov a écrit un livre, un grand livre, qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Si jamais vous avez la possibilité, il est en livre de poche, de lire cela. Pour moi, c'est un livre extraordinaire parce qu'il raconte Moscou d'une manière comme on ne l'a jamais raconté. C'est une grande influence pour moi parce qu'il fait une fausse fable. Je déteste les fables, je n'aime pas les fables. Toute histoire qui commence par « il était une fois » m'énerve parce que pourquoi pas il était 3 fois, il était 4 fois, il était 5 fois. Il était une fois, c'est quoi ça? C'est quoi? Et puis c'est toujours la plus belle princesse. J'ai des doutes. Le roi est laid, la reine est moche et la fille est la plus belle princesse. J'ai des doutes. Donc je n'aime pas ces fables, mais... Hein? Sûrement. Sûrement. D'ailleurs, c'est souvent qu'on les trouvait dans un panier d'osier au bord de la rivière. Et Bulgakov a écrit une fable réelle, quotidienne, mais avec des images de fable. C'est le diable qui arrive à Moscou. Le diable arrive à Moscou. Ce qui est intéressant d'ailleurs, il est habillé comme n'importe qui, il est accompagné d'un chat. Et le chat sait parler d'ailleurs. Le chat un jour monte dans un train et quelqu'un lui a dit mais vous n'avez pas de billet. Et il a dit le chat ne paie pas. Donc c'est intéressant. Je connais une histoire sur un chat qui arrive dans un café et qui commande un café comme ici. Et il demande pour payer, c'était à Paris, on lui dit c'est 12 €. Et le type, le barman dit « Excusez-moi de vous poser une question. C'est la première fois que je vois un chat arriver dans un café et acheter un café et demander pour payer. » Et le chat répond « Et c'est la dernière fois, parce qu'à 12 €, on ne revient plus. » Donc il y a Bulgakov qui est extraordinaire aussi. Donc je vous laisse les 2 autres B que je vous raconterai en intimité, avis aux femmes seulement. Alors là,